Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Corsica Généalogie. Alors, avant de nous faire connaître votre association, j'aimerais que vous fassiez vous connaître. Alors, moi je suis un ancien lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Donc j'ai eu une formation de scientifique, puisque j'ai fait maths spé, j'ai plusieurs diplômes d'ingénieur. Et ensuite, j'avais un papa qui a commencé la généalogie il y a à peu près une trentaine d'années, et qui a commencé à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, donc qui a tout fait sur des cahiers, enfin des classeurs. Et c'est vrai que pendant qu'il faisait la généalogie, j'ai jamais posé de questions. D'ailleurs, ça me pose aujourd'hui des soucis parce qu'il y a quelques informations qu'il avait réussi à retrouver, dont j'arrive pas à retrouver la trace. Et ce qui s'est passé quand papa est décédé, les classeurs ils sont restés dans une armoire dans la maison. Qu'est-ce qui a déclenché alors? Alors, c'est à l'époque de l'arrivée d'Internet. Il y a un de mes cousins qui a souhaité qu'on fasse un site sur le village en y mettant des photos anciennes et des informations anciennes. Et ce qui s'est passé, je ne sais plus comment, c'est au cours d'une discussion un soir autour d'un verre, on s'en est retrouvé à se proposer de mettre les travaux de papa en ligne. C'est-à-dire que c'était la première époque des logiciels de généalogie. Donc il m'a dit, écoute André, on n'a qu'à les saisir. Et en fait, papa, il s'est arrêté en 1820. Donc tous les gens du village, ils me demandaient, mais moi, après, pour faire le lien entre moi et 1820, comment on fait? Et donc c'est là que j'ai commencé à prendre les registres à la mairie du village, à regarder pour faire le lien. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. C'est-à-dire que je me suis aperçu que il y avait au niveau du village, j'ai pu arriver jusqu'à la période actuelle. Puis au niveau de mes ancêtres, je me suis aperçu qu'il y en avait des gens qui venaient des villages environnants, c'est-à-dire Kourou, Bastelica, Tol et Okana. Donc j'ai dit, papa l'avait pas fait, donc j'ai dit, je vais continuer les recherches. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à faire de la généalogie. Et vous trouvez que par rapport déjà vous à votre engouement de vouloir continuer finalement un travail commencé par votre père, est-ce qu'il y a eu de la demande aussi qui a nécessité de créer une association? Oui, alors en fait, comment elle s'est créée cette association? Il faut savoir qu'au début, on s'était regroupé, il y avait beaucoup de généalogistes corses qui s'étaient inscrits sur un groupe de discussion et d'entraide qui s'appelle CGW Corse. En fait, on se retrouvait pour traduire des actes, donner des conseils aux gens, ceux qui étaient sur le continent, faire des photos aux archives, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore aucune archive en ligne. Et puis un jour, on se voyait que par Internet. Puis on s'est dit finalement, ce serait quand même bien de se retrouver physiquement. Donc on a commencé à peu près à se retrouver une vingtaine de personnes à Ponteletsch. On a fait un repas et on a commencé à envisager certaines pistes. Et il n'y avait pas d'association en Corse. Donc on a dit, est-ce qu'il serait bien d'en créer une, parce que pour être représentatif, pour avoir aussi vis-à-vis des services d'archives des représentants qui puissent dialoguer avec les directeurs pour donner des informations, éventuellement avoir des pistes de priorité s'il y a des priorités à donner. Et l'année d'après, on a proposé de se rencontrer à Venaco en août 2013. Donc on s'est retrouvé un certain nombre de généalogistes qui étaient membres de ce groupe. Et c'est là qu'on a décidé de créer l'association en août 2013. Donc on est parti à 20 et aujourd'hui on est 480. C'est énorme quand même, parce que finalement elle est vraiment récente. Parce que un peu plus de 2 ans, c'est tout jeune. Donc il y a quand même un engouement. Oui, aujourd'hui on a 480 adhérents qui sont dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a des adhérents en Amérique du Sud, on en a au Canada, on en a en Norvège, on en a sur le continent, ici. Mais je veux dire, c'est assez éclectique, réparti. Alors André Fleury, comment vous définissez la généalogie? La généalogie, c'est la recherche de l'histoire de ses ancêtres. Et j'aime bien le mot histoire. C'est-à-dire que c'est pas qu'aligner des dates, c'est savoir quels événements ils ont participé, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, quel était leur métier. Vous associez une date à un événement. Voilà. C'est-à-dire, à l'époque où ils vivaient, est-ce qu'ils ont éventuellement participé à la bataille de Pontenove, à la consulte d'Orez, à des événements comme ça, voire plus anciens? Est-ce que c'était des compagnons de Saint-Pierre? Alors, les événements auxquels ils ont pu participer varient fortement en fonction de la micro-région auquel vous appartenez. Moi, je sais que, par exemple, à l'époque des seigneurs, il y a eu ce qu'on a appelé les massacres de la Saint-Laurent, où il y a un certain nombre d'habitants de Bastelica, de Kourou qui ont été impliqués. Donc, savoir si c'est des gens qui sont en lien avec ma famille, c'est assez quand même difficile à remonter, mais de voir s'il y a des liens avec ces gens-là, etc. Et le but que vous vous êtes fixé quand vous avez décidé de créer l'association?
Ou les buts? Les buts, il y en a 4. D'abord, c'est d'aider les gens. Au départ, c'est à la fois sous la forme de conseils, soit la forme de mise à disposition de documents, parce que tout aujourd'hui n'est pas sur les sites d'archives. Et puis aussi ensuite, c'est de vulgariser les travaux de généalogie, c'est-à-dire que ça passe au travers de conférences dans les villages, ça passe au travers de formations dans les écoles. C'est votre association qui les... Ouais. Et ça passe aussi au travers de conseils qu'on peut donner, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de documents anciens qui traînent encore dans des greniers. Et donc, c'est pour éviter qu'ils se perdent, de nous appeler, soit pour les expertiser, c'est-à-dire qu'on vienne voir ce que c'est et dire aux gens, écoutez, c'est intéressant, mais ça n'a pas de valeur, parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais vendre. Donc, il vaut mieux que vous les donniez aux archives. D'abord, ils y seront mieux conservés. Et ensuite, ça permettra à des gens qui veulent travailler d'aller les chercher. Je peux donner un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un registre de notaire d'une commune proche d'ici qui était en vente à Drouot. Donc, il y a une de nos adhérentes qui l'a vu, qui m'a appelé. On a fait suspendre la vente parce qu'on n'a pas le droit de vendre des registres de notaires. Et on a réussi à prévenir le conseil départemental de Haute-Corse pour qu'il puisse se débrouiller pour essayer de récupérer ce document. Vous avez donc, par le biais d'avoir créé cette association, une agrémentation pour vous permettre, je veux dire, de faire ce genre d'action, comme justement de bloquer une vente. C'est n'importe qui peut le faire. C'est pas le fait d'une association. Il faut savoir qu'il y a des documents qui aujourd'hui, comme les registres de notaires ou des registres paroissiaux, c'est des documents qui appartiennent aux conseils départementaux. Donc vous n'avez pas le droit de les vendre. C'est-à-dire que c'est un délit. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes censé en trouver, en plus nous on est un membre d'une association de généalogie, c'est vrai que c'est des documents qui pourraient intéresser des chercheurs. Qui ont une valeur, on va dire, oui, je sais que de recherche. De recherche pour nous on a des membres de l'association qui travaillent sur cette commune, donc je sais que c'est des documents qui les intéresseraient vraiment. Donc à la limite, leur place c'est aux archives, c'est pas dans une vente. Oui, qui servent à tout le monde. Voilà. Tout à fait. Et pour vos travaux de recherche, alors, puisque on parlait, je ne sais pas si on en a parlé quand on a débuté l'émission, mais tout à l'heure, il y avait que la recherche, donc vous disiez pour votre papa justement, qu'il y avait la recherche, qui était juste la recherche papier ou un peu le bouche à oreille. Mais à ce jour, quels sont vos moyens d'action? Quel support de travail avez-vous? Alors, il y a plusieurs supports de travail. Le premier, il y a des documents qui sont sur Internet. C'est les deux principaux qu'on trouve surtout en Haute-Corse et pour une part en Corse du Sud. C'est ce qu'on appelle les registres d'état civil et les registres paroissiaux. Donc les registres d'état civil, c'est les registres qui sont tenus par les communes, où vous retrouvez tous les actes de naissance, mariage et décès qui ont été enregistrés dans une commune depuis 1798, avec des manques entre 1798 et 1805. À partir de 1805, vous avez beaucoup de communes où l'état civil est dit complet, où vous retrouvez ces actes de naissance, de mariage et de décès. Et vous avez ensuite leur corollaire pour la période avant 1792, qui sont les registres paroissiaux, qui étaient tenus par les prêtres, et qui, eux, enregistraient les baptêmes, les mariages et les sépultures dans chacune des communes. Donc ça, c'est les deux documents principaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise comme documents annexes? Les documents annexes, mais qui nous servent beaucoup, c'est ce qu'on appelle les recensements et les états des âmes. Les recensements, c'est des documents qui sont établis à une certaine période et qui listent la population, les habitants d'un village, d'une ville. Donc vous en avez deux qui chez nous sont très importants. C'est le recensement de ce qu'on appelle le Choiseul de 1769-1770 qui a été fait à l'arrivée des Français et qui a recensé pour la quasi-majorité des villages, il en manque quelques-uns, il manque le Fiumourbe, il manque la Gravonne, mais je veux dire il y a beaucoup de villages. Vous avez toute la liste des habitants du village et la composition des familles. Ensuite, vous avez le recensement de 1818 qui a été fait aussi par les maires des villages et qui donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire, dans certains cas, ils indiquent par exemple que le fils fait des études à Pise ou à Rome ou sur le continent ou les soldats. Donc, on a beaucoup d'informations. Ça, c'est des documents qu'on utilise beaucoup. Ensuite, vous avez les registres de notaires où là, vous avez en fonction des villages, vous avez des notaires parce que les notaires intervenaient beaucoup dans la vie des gens. Oui, je vais vous demander pourquoi Parce que les notaires, ils faisaient ce qu'on appelle des contrats de mariage. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, il y avait pratiquement toutes les familles qui faisaient un contrat de mariage. Que ce soit... c'est bien ancien, alors, le contrat de mariage. Oui, c'est très ancien. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait quasiment aucun mariage sans dot. Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les gens, ceux qui avaient la... Même que vous soyez où c'était des gens qui avaient peu de biens, ils donnaient toujours quelque chose
à leur fille quand elles se mariaient. Donc quand c'était des gens qui étaient riches, il y avait de l'argent, il y avait des terrains. Quand c'était des gens qui étaient pauvres, c'était 3 moutons, 3 cochons, etc. Ah d'accord, oui, Ou un petit morceau de terrain, ou un peu de sous, ou un trousseau. Oui, Mais la c'était dot, il précisé. la fallait, quoi. Mais ce qui était précisé, c'était aussi il y avait des engagements mutuels. C'est-à-dire qu'il y avait des engagements du mari, des engagements de la future épouse. Et ensuite, le mari s'engageait aussi à ce que la dot, quand c'était des terrains ou que c'était des biens, on va dire matériels, c'est-à-dire des meubles ou des choses comme ça, ils aillent à la descendance uniquement de son épouse. C'est-à-dire que si son épouse décédait jeune ou quoi, qu'elle avait un enfant, c'était à cet enfant qu'allait cette dot et pas s'il se remariait aux autres enfants. Il revenait à sa propre famille. Voilà, ou s'ils n'avaient pas eu d'enfant, elle devait revenir à son père ou à sa mère ou à son frère, etc. Donc ensuite, il y avait ce qu'on appelait des quittances de dot, c'est-à-dire que le mari reconnaissait qu'il a bien touché la dot. Vous aviez ensuite des testaments, c'est-à-dire qu'il y avait un monsieur... Vous en avez vu? Vous avez eu l'occasion d'en voir? Oui, j'en ai vu certains. Oui. J'en ai vu un nombre assez important. Vous avez des ventes, parce que des fois, quand c'était des femmes qui vendaient des terrains, souvent, cette vente, elle se faisait avec le consentement de son mari, voire de ses frères. C'est-à-dire que quand, par exemple, à un moment, elle vendait un terrain pour une ou plusieurs raisons dans une commune, il y avait soit si son mari était décédé, ça pouvait être son frère, ça pouvait être son neveu, son fils. Donc ça vous donne toujours des indications qui vous permettent de compléter les travaux. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez des paix entre des familles suite à des vendettes, des choses comme ça. Vous trouvez des ventes de terrain. Chez les notaires, vous avez une multitude d'actes qui vous permettent d'avancer en fonction de ce que ça peut être, de la période, etc. Et ensuite, vous avez la dernière source qu'on peut trouver, c'est les registres d'imposition, qui sont majoritairement à Gênes. Où là, parce qu'il faut savoir que la Corse a été génoise pendant une longue période. Et que c'était les Génois qui touchaient l'impôt. Donc pour toucher cet impôt, ils avaient des listes, ce qu'on appelait des registres de taille, où par village, ils listaient les gens qui payaient l'impôt avec la somme qu'ils payaient. Donc vous avez par exemple pratiquement tous les villages de Corse, où vous avez à différentes périodes, alors qui ne sont pas régulières, parce qu'en fonction des villages, il y a des juridictions, parce qu'il faut savoir que sous la domination génoise, il y avait des juridictions. Il y avait la juridiction d'Ajaccio, il y avait la juridiction de Calvi, vous avez la juridiction de Bastia, vous avez la juridiction de Corté. Et toutes ces juridictions, les archives sont différentes. Donc vous en avez où il y en a certaines où il y a beaucoup de documents. Par exemple, je crois que les communes, la Balagne et le Cap-Corse sont les 2 régions où il y a le plus de registres de taille. Et pourquoi? Parce que c'est celle certainement où il y a eu l'invasion des Génois, non, parce que comme elles étaient certainement conservées à Bastia, au palais des gouverneurs, elles ont certainement été mieux conservées, où il y a eu la pièce où elles étaient conservées était peut-être moins une atmosphère, on va dire, humide que ce qui se passait à Ajaccio. Donc en fait, il y a plus d'informations qu'on trouve sur ces communes. Et donc, vous avez à période régulière, vous avez une liste des habitants du village qui vous indique, par exemple, ben voilà, ce monsieur, il payait telle somme d'impôts, ce monsieur, il en payait tant. Et donc, ça vous permet comme ça... De connaître aussi le patrimoine. De connaître le patrimoine, de voir... Enfin, pas le patrimoine, de voir les rapports de patrimoine. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez qu'il y en a qui payent énormément, il y en a qui payent à peu près la même chose. Donc, vous voyez les différences, on va dire, de les familles importantes qui ont beaucoup de biens, de celles qui en ont beaucoup moins. Oui, ça révèle finalement... Oui. Mais bon, ça peut tourner, hein. Il y en a qui ont progressé, puis il y en a qui ont régressé. Alors dites-nous, est-ce que depuis que vous avez créé l'association, parce que même avant de la créer, vous avez sûrement dû parler généalogie avec des copains, des amis, depuis que vous avez créé votre association, est-ce que vous trouvez que les Corses ont un engouement pour la généalogie? Je pense qu'il a toujours existé cet engouement. Oui. Puisque en 1802, Fedel écrivait que la seule science dont s'occupent les Corses, c'est celle des généalogies. Donc ils aimaient connaître leurs ancêtres. Non, il avait été surpris de la connaissance des liens familiaux qu'on pouvait trouver en Corse. C'est-à-dire que, par exemple, quand il posait la question à quelqu'un, quand il disait Omekuchin, il savait que c'était le cousin issu de son... parce qu'ils avaient le même arrière-grand-père, parce qu'ils avaient... Donc, c'était des choses que les gens, ils connaissaient bien. C'est-à-dire qu'ils savaient que quand ils étaient tels parents, ils connaissaient le lien de parenté. C'était parce que c'est l'arrière-petit-fils de mon arrière-grand-père, on a un arrière-arrière-grand-père en commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un besoin de retrouver un peu ces liens, parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est d'abord que des fois,
ben, ils n'en ont pas trop parlé. Il y a moins de discussions avant qu'en famille. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a Internet, il y a des choses comme ça. Il n'y a plus la veillée autour de Foucault où la grand-mère, elle racontait un peu les parentés, les histoires de village. Donc, ils ressentent le besoin de savoir d'où je viens. De connaître leurs racines. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Vous travaillez donc souvent avec Gênes. Oui, enfin, on travaille. Nous, en fait, on va à Gênes. C'est-à-dire que l'association, on a fait 17 000 photos à Gênes qu'on met à disposition de nos adhérents sur un site internet. Donc, en fait, nous, on leur donne la matière première. C'est l'association, on est parti 2 fois, 4 membres de l'association pendant une semaine. On fait ces photos et ensuite on les met en ligne. Nos adhérents, ils vont piocher dans ces photos en fonction de la commune où ils travaillent, de leurs recherches personnelles, etc. Et est-ce que vous savez à ce jour, je dirais, une personne qui a décidé de faire une recherche, jusqu'à quelle année elle a pu remonter? C'est très variable en fonction des villages. Ah. Je vais vous expliquer. Vous avez des villages où les registres paroissiaux ils sont très anciens et en continu. C'est le cas de nombreuses communes de Balagne, par exemple. Dans ces cas-là, vous pouvez remonter, on va dire, jusqu'en 1500, voire un peu avant. Ensuite, vous avez des communes, comme je connais, où vous avez en Corse du Sud, où vous avez les registres paroissiaux, ils s'arrêtent en 1770. Pourquoi? Parce que l'église a été fermée? Non, parce qu'ils ont été perdus du fait de l'usure du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir que avant 1770, les registres ils étaient tenus en un seul exemplaire. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était des petits registres qui étaient souvent conservés dans les sacristies des églises, qui n'étaient pas aussi bien protégés qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il y avait des animaux qui s'appelaient des rats, qui aimaient un peu ça. Après, il y en a qui ont été bouffés par l'humidité, rongés par l'humidité. Donc ils se sont perdus. Ils se sont détériorés. Après, il y en a peut-être certains, dans certaines communes, ils sont toujours dans un grenier chez quelqu'un qui ne sait pas qu'il a ça. Parce qu'on lui a demandé de les garder un jour quand on faisait la C'est quand même un véritable trésor. Oui, c'est un trésor. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir. Mais il y a des communes où vous avez plus de registres avant 1770. Et moi, je connais bien 2 communes qui sont, par exemple, vous avez Albitrech, où le registre s'arrête en 1770, et Santa Maria Isique, le village de Vanina d'Ornan, qui s'arrête aussi en 1770. Bon. Pour Albitrech, vous avez la chance que vous avez un notaire qui a des archives continues de 1797 à 1730. Il a fait le complément, on va dire. En fait, grâce au notaire, vous faites le complément. Sur Santa Maria Isique, vous passez de 1770 à des documents qui datent de 1727 que vous trouvez à Gênes. Alors, pour certains hommes, vous arrivez à faire le lien, parce que vous les retrouvez dans les recensements. Vous savez qu'ils sont nés avant 1727. Il y a quelques actes de notaire que vous trouvez à Albitrech, donc vous arrivez à faire le lien. Mais les filles, vous n'avez pas les mariages, vous avez de grosses difficultés à trouver le lien. En plus, c'est plus facile donc pour l'homme, finalement. Oui, parce que quand vous arrivez, par exemple, dans certains documents, vous n'avez pas de nom de famille pour l'épouse. C'est-à-dire que vous savez que vous arrivez en 1770, vous avez un couple, Francesco Marie, qui a 55 ans, qui est fils d'Antonio Marie, qui est marié à Angela Marie. Mais tant que vous n'avez pas trouvé son mariage, son mariage à cette Angela Marie, vous êtes incapable de savoir sa filiation. Et quand vous avez un prénom qui est très connu comme Angela Marie, il se peut qu'en 1727, si elle est née vers cette période, vous en avez 7 ou 8, et vous êtes incapable de dire, je peux discriminer, c'est-à-dire que celle-ci, elle est morte 2 ans après, donc ça ne peut pas être elle, toc, toc, toc. Et puis en plus, vous n'avez aucune certitude qu'elle soit peut-être pas du village à côté, ou des choses comme ça. Il y a toujours des doutes qui subsistent. Il y a toujours des doutes. Donc c'est pour ça que sur les femmes, vous avez plus de difficultés. En plus, il faut savoir qu'à cette époque, quand vous avez un acte de décès, vous allez simplement avoir dans cette date de décès, on a enterré Angela Marie, vedova ou sposa di Francesco Marie, point barre. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous rappeler de qui elle était la fille. Sauf dans 1 ou 2 cas, mais ça c'est vraiment des exceptions, où vous allez voir qu'assiste à sa sépulture son frère. Donc mais ça c'est une indication que ce n'est pas valable pour tous les actes. C'est la chance que vous avez sur cette famille. Alors je vais vous poser 2 petites questions basiques. Allez-y. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Alors, un arbre généalogique, c'est un arbre qui représente, vous partez de vous-même. Alors, vous avez 2 types d'arbres. On va passer par la généalogie ascendante. Vous allez partir de... C'était la 2e question, donc... Voilà. Vous allez partir de vous-même, par exemple. Et à chaque étage de l'arbre, vous allez avoir, au premier étage, vous allez avoir vos parents. Au 2e étage, vous allez avoir vos grands-parents. Au 3e étage, vous allez avoir vos arrière-grands-parents. Ensuite, vos arrière-grands-parents, et vous allez remonter chaque fois d'une génération. Donc, à chaque fois, vous allez multiplier par 2. Donc, ça veut dire que plus vous remontez dans le temps,
plus vous allez avoir d'ancêtres. En gros, si vous prenez par exemple 10 générations, vous allez avoir 1024 ancêtres. Ça veut dire que, eh oui. Donc ça vous explique aussi que quand vous avez une personne qui est originaire d'un village, deux personnes originaires d'un village, à un moment vous allez tomber sur des ascendances communes. Parce que par exemple, vous prenez les 5 personnes qu'on est ou 6 personnes qu'on est ici, si vous êtes tous originaires de villages de Balagne, même proches. Heureusement que non. Hein. Oui, non, mais je vous donne l'exemple. En supposant que vous soyez tous de Monticello, ça voudrait dire qu'à peu près il y a 400 ans, il y avait 6000 habitants à Monticello si vous n'avez aucune parenté commune. Donc quand vous allez tomber sur des gens qui sont tous originaires d'un village, à un moment ou un autre, vous allez regrouper des parentés communes. Il y a, on va dire, au fil des centaines d'années, une consanguinité qui se... Ça apparaît, mais il faut savoir que la consanguinité, les prêtres ont toujours veillé à ce qu'elle ne soit pas trop importante. Parce que quand deux personnes qui étaient consanguines au 4e degré canonique, ça veut dire qu'il y avait un arrière-grand-père commun ou grand-mère, il devait faire une dispense auprès de l'évêque avant de se marier. Et si l'évêque trouvait qu'il y avait trop de consanguinité, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait du côté du grand-père, d'un des arrière-arrière-grand-pères, il y avait une parenté, en fait, s'il trouvait qu'il y avait trop de mini-arbres qui lui étaient présentés, il refusait le mariage. Parce qu'il estimait qu'il y avait trop de consanguinité. Si au contraire, il pensait que la consanguinité, elle était que sur une seule branche, c'est-à-dire que il y avait juste une consanguinité sur un des 8 arrière-grands-parents, pour lui c'était suffisant, donc il autorisait le mariage. Alors, les personnes qui nous écoutent et qui veulent décider de faire leur arbre généalogique, quels conseils vous allez leur donner? Comment ils vont démarrer leur branche? Le plus simple, on commence par le père ou la mère? On commence par les deux. On va chercher leur mariage. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous commencez à chercher, aujourd'hui on a l'habitude de travailler avec, on sait tous à quel endroit on est né, à tel jour, à quel endroit et quel jour. Si vous avez des informations comme ça, vous savez que l'acte que vous allez trouver, il est unique. Donc c'est bien de savoir ça pour démarrer. Mais plus vous allez remonter par le temps, moins vous allez avoir de précision. C'est-à-dire que vous allez arriver à des époques où, par exemple, on va vous dire, je cherche un Francesco Maria Saville qui est né vers 1820. On va prendre un exemple comme ça. Oui, et là, vous allez vous apercevoir que quand dans la même commune, vous en avez 4 ou 5 qui peuvent correspondre. Et là, vous êtes incapable de vous dire, je sais lequel c'est qui se marie. Je ne sais pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est que par contre, son acte de mariage, normalement, il est filiatif, il est unique. Donc ça veut dire que si vous cherchez un mariage d'un Francesco Maria Saville avec une Anne-Marie, on va chercher un nom de n'importe quelle famille, vous allez peut-être qu'en trouver qu'un seul sur la période. C'est ce qui va guider. C'est ce qui va vous guider, c'est ce qui va vous permettre de remonter. Donc le conseil, c'est de toujours travailler dans un premier temps par les actes de mariage. Tant que vous pouvez trouver des actes de mariage qui vous permettent de progresser, vous continuez comme ça. La difficulté, c'est qu'il faut savoir, il faut passer le step, on va dire, 1936. Parce que quand vous allez dans les services d'archives, aujourd'hui, on peut vous communiquer tout acte avant 1936. Donc là, par contre, après 1936, il faut savoir la mairie où il a eu lieu. Parce que sinon, vous êtes bloqué si vous ne pouvez pas avoir l'acte, donc avoir accès aux informations. Pourquoi cette date précisément? Parce que c'est 75 ans, la communication a un tiers libre dans une mairie des actes de mariage ou de naissance. Pour un acte de décès, vous êtes communicable à n'importe qui, n'importe où, le lendemain du décès. Mais un acte de naissance ou de mariage, c'est 75 ans. Donc on prend 1936 parce qu'en général, les services d'archives, ils s'arrêtent à des dates rondes pour des raisons particulières. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est 1940, mais souvent c'est 1936. Par exemple, il faut savoir qu'aux AD de la Corse du Sud, vous avez tous les actes qui sont jusqu'en 1936 sont consultables sur les postes informatiques. Après, ce qui est consultable en ligne, c'est 1912 parce que la loi est un peu différente. La CNIL impose 100 ans d'écart. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vous disent qu'il faut qu'il y ait 100 ans pour publier sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est 1912. La Haute-Corse, c'est 1902 parce qu'ils n'ont pas encore fait la mise en ligne de 1902 à 1912. Mais là, ça dépend des sites d'archives. Vous en avez qui ont été jusqu'en 1912. Il y en a qui vont même un peu plus loin, qui vont jusqu'en 1940. Donc ça. Mais vous avez besoin, si vous avez passé cette étape, après, vous pouvez faire vos recherches quasiment de chez vous devant votre ordinateur. Et justement, en Corse, quelles sont, on va dire, les difficultés qu'on peut rencontrer? Alors, vous avez 2 grosses difficultés. La première difficulté, c'est l'absence des noms de famille dans certains villages avant 1780. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les noms de famille, ils ont une création différente en fonction des micro-régions et des villes.
Dans les grosses villes qui étaient sous influence génoise, vous trouvez des noms de famille depuis, on va dire, la création pratiquement des présides. C'est pour ça que dans beaucoup de villes comme Bastia ou Ajaccio, vous avez des gens qui ont un nom de village. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a un nom de village, c'est quelqu'un qui est arrivé du village, qui n'avait pas de nom de famille, et qui à ce moment-là, le curé lui a dit d'où tu viens, il lui a dit père, il dit Cisque, et ils ont pris le nom, leurs descendants ils ont pris le nom Cisque, père. Dans les autres villages, souvent les gens pendant très longtemps, ils étaient identifiés par Francesco Mari di Antonio ou Quandam Antonio. Ça voulait dire. Le dit, c'était le père. Le prénom du père. Voilà. Et les noms de famille, ils apparaissent à peu près, on va dire, suivant les villages, mais ils se stabilisent dans tous les villages après 1780. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il faut arriver à passer d'une logique de nom de famille à une logique de prénom. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. C'est des prises de tête. Non. Non. C'est simplement, il faut faire abstraction du nom de famille. C'est-à-dire que quand vous avez un François, on va dire un Giobatte Flore, fils de Sante, qui se marie en 1795. Si on vous dit à son mariage, il est fils de Sante et d'Anna-Marie, vous allez chercher tous les mariages que vous avez sur les communes ou les naissances d'un Sante ou d'une Anne-Marie. Et vous allez voir si vous n'avez pas des liens entre les deux frères qui auraient le même nom, des choses comme ça. Et c'est comme ça que vous allez procéder par élimination et arriver à trouver quel est le bon mariage. Et après, la deuxième difficulté, c'est la Haute-Corse, parce qu'il faut savoir que l'état civil devait être conservé en 2 exemplaires. Un exemplaire qui était détenu par les mairies et un autre exemplaire qui était envoyé à ce qu'on appelait au greffe du tribunal, et qui c'est normalement l'exemplaire qu'on trouve aux archives départementales. En Haute-Corse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une destruction du greffe du tribunal de Bastia, où il y a eu beaucoup de registres qui ont brûlé. Donc aujourd'hui, en Haute-Corse, ce qui se passe, c'est que les archives qui sont en ligne ou qui sont aux archives départementales, elles sont incomplètes. Donc il y a des endroits, il faut encore aller dans les villages, et avec les difficultés qu'on sait, parce que les mairies ne sont pas tout le temps ouvertes, ils n'ont pas tout le temps temps de répondre aux demandes, de faire des photocopies, etc. Donc il faut aller dans les mairies pour pouvoir faire les recherches, parce aux archives, vous n'avez rien. Alors qu'en Corse du Sud, c'est différent, parce que quand ils ont fait la numérisation, ils ont fait ce qu'on a appelé la collection idéale, donc ils ont été dans les mairies, ils ont récupéré ce qui manquait aux archives, mais il manquait beaucoup moins. Donc en fait, aujourd'hui, pour la Corse du Sud, vous avez ce qu'on appelle la collection la plus complète possible qui est en ligne. Donc vos archives, vous ne trouverez rien de plus. Ou dans les mairies, vous trouvez, sauf des choses qui découvrent au dernier moment, qu'on a oubliées, qui ont été perdues dans un grenier et qu'on retrouve, mais c'est différent. Par contre, en Haute-Corse, je vois, nous, la majorité des demandes qu'on a, ça concerne les communes de Corse, parce que les gens, ils n'ont pas les registres, ils ne peuvent pas trouver sur le site d'archives. Donc avec l'association, on essaye, en fonction des moyens qu'on a, des bénévoles qu'on a, de faire des photographies dans les mairies pour essayer de combler le différentiel avec le site des archives. Alors on l'a déjà fait pour des paroissiaux, parce que par exemple sur le site de l'association, on a les paroissiaux de Bastia, on a les paroissiaux de Corté, on a des différentes communes, mais bon, progressivement on essaye en fonction des demandes, des bénévoles, des gens de combler ce trou pour que nos adhérents et puis tous les gens qui veulent travailler puissent progresser. Alors, on arrive au terme de cette émission qui est passionnante, on doit le dire. On resterait même des heures, mais c'est comme ça, on doit s'arrêter. Par contre, les gens qui ont envie de faire leur arbre généalogique, s'ils veulent vous contacter, je voudrais que vous donniez à la caméra donc, où vous contactez, votre contact, et aussi préciser si ça a un coût. Alors, pour nous contacter, on a un site internet. Il suffit de taper Corsica Genealogy sur Google et vous allez tomber sur notre site internet. Donc le site internet c'est corsicagenealogy.com. On a aussi une adresse mail qui s'appelle corsicagenealogy@orange.fr et notre cotisation annuelle elle est de 10 € par an. Ça va. Voilà. André Flory, merci de vous être déplacé et on se dit à bientôt. À bientôt. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.